Bonjour, bienvenue à cet épisode du Balado Voix de la saison 2. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Chamberlain. François Chamberlain, c'est un technicien de son. Il possède 8 ans d'expérience en tant que technicien de son et il a occupé des postes comme technicien chef son junior au Palais Montcalm ou au Grand Théâtre de Québec, ainsi qu'assistant studio pour des réalisateurs professionnels. Maintenant, François, je pense que tu as fait un saut vers une autre carrière, je pense. Bien, je suis encore dans le même domaine, mais vers la vidéo corporative. J'ai pris mon background comme sonorisateur, puis je l'ai apporté un peu plus loin, puis c'est ça. Super. Puis aujourd'hui, en fait, on est ici ensemble, un orthophoniste et un technicien de son, pour discuter justement un peu, pour naviguer, je dirais, plus que discuter, vraiment pour naviguer entre le monde du son puis le monde de la santé vocale. Et l'inspiration de cet épisode-là m'est vraiment venue du fait que moi, je travaille avec des gens qui ont des problèmes de voix. Et ce que je veux, en discutant de toute ta connaissance par rapport au son, ce que je veux, c'est vraiment rendre concret quelque chose qui n'est pas concret. L'intangible. Oui, c'est ça vraiment. Parce que, tu sais, la voix, on l'entend. C'est ça c'est la seule façon qu'on peut comme l'attraper. Mais au fait, moi, j'ai besoin que mes patients puis que les gens prennent conscience qu'ils peuvent plus que juste l'entendre, et qu'elle elle interagit justement avec son environnement du fait que le son, dans le fond, c'est une onde sonore, là. Oui, sujet que je crois qui est étant donné qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, c'est pas nécessairement à la mode, mais il est très important, puis encore plus de ce qu'on pourrait le croire dans toutes les sphères, autant visuelles, du quotidien et tout ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ma première question, ça serait, là, on vient de dire que ce qu'on veut comprendre, c'est quoi, en fait, la voix, là. Mais moi, je voudrais savoir, tu sais, si on se dit que la voix, ça devient une onde sonore, tu sais. Une onde, là, mécanique, par exemple, ça peut être une vague sur l'eau, c'est une forme de représentation, tu sais, de mouvement, de particules, là. Mais j'aimerais ça, peut-être que tu nous expliques, François, c'est quoi, dans le fond, une onde sonore? Pourquoi la voix, c'en est une aussi, là? Oui. Sans rentrer dans des détails trop précis, tout ça, je vais y aller plus selon ma vision, comment moi je l'illustre personnellement. Pour moi, le son, c'est vraiment un élément ou un objet ou n'importe quoi qui rentre en une vibration. Puis la vibration, elle va vibrer à un certain cycle seconde. Puis l'oreille humaine est je peux le dire, mais c'est de 20 Hertz à 20 000 Hertz. Que si elle vibre à ce nombre de cycles secondes-là, là, on va l'entendre. Mais en soi, quand cet élément-là, l'instrument, je vais plus parler d'instrument autant pour les cordes vocales que n'importe quoi, quand elle vibre, c'est sûr, on a les fondamentales, la tonique avec certains harmoniques qui en découlent, mais aussi, elle vibre toujours dans un corps, dans une caisse de résonance, pour ensuite continuer à se développer dans l'environnement. OK. Fait que là, dans le fond, quand tu m'as parlé de fréquences fondamentales puis d'harmonique, ça fait... Ça, c'est une onde complète ensemble, là. Il n'y a pas plusieurs ondes. Je projette pas... Est-ce que quand je projette ma voix, je projette plusieurs ondes ou je projette... Ben oui, dans le fond, c'est une enveloppe sonore. Un son en tant que tel, il n'y a pas juste une fréquence, mais c'est une enveloppe de fréquences. Puis ça peut jouer autant de la façon qu'on fait vibrer cette petite corde de vibration-là que ce morceau de bois-là. Puis en le faisant vibrer en certains 6 secondes, comme que je disais, ben, le corps, il résonne aussi. Fait qu'il y a certaines fréquences qui vont vibrer d'une autre façon. Ça va se multiplier. Il y en a qui vont être atténuées. Puis c'est là qu'on vient avoir la richesse d'un son, puis vraiment le thème sonore ou les couleurs, puis c'est infini les possibilités. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, c'est que l'enveloppe sonore de la voix,
c'est ça qui donne tout son timbre puis sa qualité. Ouais. Puis nous, des fois, en orthophonie, on travaille beaucoup à mettre en valeur certains harmoniques pour justement profiter aux gens de mieux projeter la voix, ou mieux, beaucoup, là, pour mieux projeter la voix, pour mieux se faire entendre. Fait que dans le fond, ça a une notion acoustique, là, ce qu'on fait en orthophonie, là. Oui, tout à fait. Puis en soi, sans même entrer dans l'acoustique encore de la pièce, mais juste le fait de comment qu'on fait vibrer cette corde vocale-là, puis de la manière qu'on l'utilise en tant qu'instrument, c'est un art en soi. Ah, tout à fait. Je prends juste, je roulais des vidéos, une série de vidéos avec le même setup. Puis c'était tous des intervenants pas trop habitués. Fait que, juste le fait d'être stressé, le fait d'être voué à l'inconnu ou de ne pas connaître comment prononcer ces mots, ben juste ça, des fois, la voix, elle peut être très mince ou elle peut être un peu de canard ou un peu... mais versus, là, il y a un acteur qui arrive dans ce même setup-là, puis, mon Dieu, on dirait qu'il prend toute la place, il prend... Puis c'est pas parce qu'il est meilleur que les autres, il a juste travaillé de la façon qu'il va parler de ces mots, de quelle façon il va sortir ces mots. Même si je prends, disons, des trucs en musique, des trucs très différents, un chanteur d'opéra versus une petite voix à Billie Eilish, un chanteur d'opéra qui veut vraiment porter sa voix à un extrême très loin, tandis que, disons, Billie Eilish qui va être plus de tête, un peu plus mince. Fait qu'il y a beaucoup de façons de travailler sa voix puis de la projeter. Puis même un truc, ça me vient en tête, mais la courbe de Fletcher-Munson que j'adore, ça nous dit que l'oreille humaine n'est pas égale. On n'entend pas... En plus que chaque instrument ou chaque son, il y a son timbre sonore différent, mais personne perçoit ou entend les sons de la même façon. OK. Puis il y a une certaine portion de la courbe que c'est là qu'on a vraiment une oreille très, très sensible autant à bas volume qu'à haut volume, que les bébés vont crier ou vont pleurer pour être sûr de bien s'entendre. Quand on dit qu'on entend un bébé pleurer puis ça nous agresse, ça nous dérange, là. Ben, ils vont justement, par instinct, chercher cette petite portion-là de l'oreille qu'après ça, c'est pas le fun, puis il faut régler le problème. Tandis que quelqu'un qui a une grosse voix bien rauque, très détendue, ben, la perception de cette voix-là peut nous apaiser ou des choses comme ça. Ou si on reporte à notre maman qui lève un petit peu le ton puis que ça nous stresse. Fait que toute la façon de travailler, de prononcer, de projeter la voix, c'est un art infini. Bien, c'est ça. Fait que dans le fond, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis, François, c'est que la source, ce que tu m'amènes aussi comme réflexion, c'est que la source même, dans le fond, qui est notre corps, là, puis qui est tout notre système de production de la voix, bien, il y a déjà toute cette capacité-là de se transformer autant que se transformer dans notre environnement. Oui, exact. C'est la source première. Puis même si je parle un peu de technique de son, là, je sais que je peux créer des débats, mais pour moi, un micro, n'importe quel micro qu'on met devant un instrument ou devant une voix, on s'en fout. C'est 20% de la qualité finale. Un 20% très, très important, on s'entend. Mais tout vient de la source. Tout vient de quelle façon on dit les choses. Quand, là, je disais que j'étais rendu à faire de la vidéo corporative, mais d'où que ça partit, c'est que les gens trouvaient que mon son était bon quand je faisais des présentations puis tout ça. Mais oui, j'utilise des bons micros puis parce que pour moi, c'est des petits jouets. Mais, mais en même temps, j'ai aussi une perception de dire, OK, ben il y a quelqu'un qui me parle dans une entrevue ou qui prononce une présentation, ben de quelle façon que je peux le mettre dans un cadre qui se sent bien pour être naturel, qui ne force pas sa voix, qui prononce ses affaires
sous un ton ou sur un accent qui va mettre en valeur les mots qu'il veut dire. Fait que pour moi, c'est vraiment la technique. C'est un petit 20% de... On ne peut pas faire sonner une voix de canard, même si on a le meilleur micro au monde. Là. Puis, tu sais, je suis vraiment ça, là, j'adhère 100% à ce que tu dis, François, parce que, tu sais, quand je travaille avec des gens en orthophonie, souvent, tu sais, il y en a qui me demandent d'avoir des micros, tu sais, des enseignants ou des gens qui font des cours de fitness. Là, c'est beaucoup dans le monde de la fitness qui vont me demander d'avoir des micros parce que, tu sais, ils ont, par exemple, de la musique ou quoi que ce soit par-dessus. Puis là, je leur dis toujours, oui, mais si ça risque de la façon dont tu utilises ton micro, c'est-à-dire de la façon dont tu projettes ta voix, continue à blesser tes cordes vocales, le micro va pas faire en sorte que tu vas arrêter de blesser tes cordes vocales. Oui, exact. Fait que, tu sais, ça, j'adhère 100%. Je suis contente que tu le dises aussi parce que c'est vrai, tu sais, c'est que la source, c'est la base première. Là. Si on passe à côté de la source, bien, dans le fond, tu sais, on traite pas le problème dans son entier ou on traite pas la situation dans son entier. Puis c'est le fun que tu l'aies intégré aussi à ton approche de vidéaste puis à ton approche dans ta profession actuellement. Là. Oui. Fait que je trouve ça super intéressant que tu dis ça, tu sais. Puis j'adhère à 100%. Puis même, moi, je vois un micro comme un tournevis. Fait qu'après ça, c'est quel micro qui fit à ta voix pour avoir un naturel ou d'aller chercher l'esthétique ou la direction artistique qu'on veut avoir. Mais prime de tout, moi, j'en ai déjà entendu, disons, un chanteur qui est sorti dans les palmarès beaucoup d'années plus tard. Puis je me souviens, j'ai installé mes petits fils ou choses comme ça, puis je me suis mis à l'entendre chanter, mais j'ai eu l'impression que toute la pièce, ça vibrait au grand complet. Mais pourtant, c'est pas le chanteur qui... On ne le met pas à côté de Céline Dion ou des gens qui ont une grande, belle voix, vraiment avec des capacités vocales, mais juste la façon qu'il chantait ces choses, il y avait moi, je dis il y a un âme. Ben, le son a un âme, tu sais. Ouais. Puis là, peut-être où je veux t'amener aussi, c'est que, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont des voix qu'on va dire anormales ou, tu sais, différentes, là. Ouais. Puis, dans le fond, ces gens-là, si moi, quand j'analyse leur signal acoustique, ben, tu sais, c'est un signal acoustique différent d'une voix normale. Je dis qu'il y a du bruit dans le son, tu sais. Ouais. Est-ce que... puis là, tantôt, tu parlais, tu sais, comme la voix de canard ou la voix rauque ou... Tu sais, est-ce que ce son-là se comporte différemment de par sa nature, que c'est pas une onde pure, là, tu sais, ou ça fait partie de son enveloppe puis tu le traites exactement de la même façon? C'est quand même une bonne question, mais pour moi, c'est toujours de dire... Pour moi, c'est important pour moi de ne pas sentir qu'il y a une technique au travers. Il faut qu'elle soit transparente, à moins que ça soit une direction artistique ou esthétique. Oui, tout à fait. Fait que je veux reproduire le voix dans son naturel. Je veux qu'on le reconnaisse de la manière qu'il est, dans son meilleur. Dans son meilleur, c'est-à-dire si déjà à base, il y a une voix très nasillarde, c'est correct, ça ne me dérange pas, je ne veux pas le dénaturer. Mais je vais peut-être mettre une portion, je vais dire superficielle, mais ce n'est pas le bon terme, là, plus, qui est plus attrait à de la technique ou à du Photoshop, si je pourrais dire. Oui, c'est ça, de la voix, tu sais. Pour que ça soit plaisant à l'écoute. Fait que, tu sais, quelqu'un ou exemple, des fois, quelqu'un va avoir une petite distorsion dans sa voix ou un petit chat dans sa gorge. Des fois, il est juste pas bien. Tu sais, des fois, ça m'arrive de faire de la sous-traitance en montage. Puis les gens, ils sont tellement bardassés de questions qu'ils sont pas à l'aise. Puis leur voix, ça marche pas. Mais ça sonne... Comment qu'on peut rendre quelqu'un au naturel et à son maximum quand, juste dans son état d'esprit, dans sa posture, dans sa façon de dialoguer, il n'est pas assuré ou assurant. Ouais. Après ça, que la voix elle soit anormale, ou après ça, ça fait partie de sa personne, ça fait partie de ses couleurs, puis on ne pourra pas...
je vais dire, de l'autotune, là, peut-être. Non, mais le but n'était pas là. Le but de la question était plus comme, tu sais, même si on n'ajoute pas de micro ou même si on parle pas, tu sais, du technicien de son derrière ça, ma question était plus comme théorique, dans le sens que est-ce que la onde sonore anormale ou, tu sais, brisée ou, tu sais, peu importe, là, est-ce qu'elle va avoir... Est-ce qu'elle va suivre le même phénomène physique qu'une onde qui est comme plus pure, ou, tu sais, sa façon de se propager dans l'air, ou sa façon de, tu sais, comme là, on pourra en parler après, là, mais, tu sais, tous les processus physiques que le son, que la voix peut avoir une fois qu'elle est dans l'air devant nous. Tu sais, est-ce que c'est différent d'une voix, d'un son pur versus un son qui a du bruit dedans ou que... Bien, c'est sûr que l'enveloppe en tant que telle est très différente. Là, si la voix est interchangée ou les fondamentales sont plus les mêmes, les harmoniques sont plus nécessairement les mêmes, peut-être qu'il peut me manquer d'harmoniques, peut-être qu'il y a des harmoniques en plus. Puis au niveau de la pièce, ben, chaque pièce peut résonner à une certaine vibration. Il y a quand même dans une pièce qui devient, ou une bâtisse devient la caisse de résonance, autant qu'on se retrouve dans une caisse de résonance qui fait vibrer puis qui fait porter exactement ce timbre de voix-là, comme qui peut faire l'effet inverse. Mais ça, je pense qu'on n'est pas... à moins de travailler avec un acousticien, de dire ben, je veux avoir tel instrument ou tel type de fréquence dans ma pièce pour que ça résonne bien. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est se déplacer d'un endroit à l'autre. Là, je sors un peu de la voix, mais je prends juste l'exemple. J'ai fait souvent des... au kiosque Édouine Bélanger sur les plaines d'Abraham. Il y a un petit kiosque, puis j'ai fait une été de son là-bas. Puis juste la manière où qu'on mettait le drum, ben ça résonne pas de la même manière. Fait que si on le mettait dans le plein centre, ben là, ça résonnait. Fait qu'on le mettait un peu à côté. Versus un chanteur, ou quelqu'un qui récite quelque chose, ben l'endroit qui peut se placer, ça peut sonner différemment versus un autre endroit. Disons, ouais. Mais c'est ça, puis là, je vais juste arrêter là parce que, dans le fond, là ce que tu rentres, c'est que... Puis c'est exactement ça pourquoi, tu sais, on est assis ici ensemble, c'est que je veux qu'on comprenne ces phénomènes-là. Je veux qu'on comprenne pourquoi... Tu sais, là, nous, on va parler de la voix, là, mais tu sais, pourquoi quand tu mettais ton drum, tu sais, tu disais, ça faisait ça. Fait que, dans le fond, c'est ça que je veux. Je veux qu'on comprenne, je veux qu'on mette un petit peu en lumière ces phénomènes-là physiques par rapport à la voix. Puis, tu sais, nous, on a, comme tu dis tantôt, tu as très bien dit, ben c'est pas réaliste, là, tu sais, de se dire qu'on va avoir un acousticien qui va venir nous sélectionner les fréquences. On parle de gens qui travaillent dans des écoles bâties dans les années 70, puis on parle de gens qui travaillent dans des piscines, dans des gyms, dans des salles de conférences, tu sais, qui vont changer d'une à l'autre. Fait que, tu sais, on parle de des gens qui font de la voix leur métier et sans nécessairement avoir tout un équipement derrière eux. Fait que, tu sais, de mieux comprendre comment cette voix-là, tu sais, par exemple... c'est quoi ça, une réverbération? C'est quoi ça, une amplification? Tu sais, qu'est-ce qui fait que ma voix s'amplifie? Qu'est-ce qui fait que ma voix se perd? Fait que, tu sais, un peu les processus physiques là, dans les salles, là, dans nos environnements. Là. Pour moi, il y a deux éléments qui sont très importants en pratique. Il y a la réverbération et l'absorption. Ces deux phénomènes extrêmement, extrêmement importants. Puis même, je prends exemple, disons, le Palais Montcalm versus une salle, le Grand Théâtre de Québec, selon une certaine configuration. On n'en rentre pas là-dedans, mais le Palais Montcalm, il est fait pour faire résonner un orchestre, exemple. Fait que l'acoustique est très, très différente, puis versus, il y a beaucoup de réverbération pour faire diffuser, pour faire... même, je prends, disons, la salle Albert Rousseau, je ne sais pas s'il y a encore ça, mais... à un moment donné, il y avait comme des panneaux accrochés en haut, puis je leur ai comme demandé pourquoi que vous êtes ça. Ah, ben ça, c'était avant. Avant, on voulait réfléchir le son pour atténuer le besoin d'amplification. Fait qu'on voulait amplifier, mais d'une façon acoustique. Puis même quand on remonte dans les années encore avant,
ben, toutes les salles sont configurées pour que la voix se porte sans besoin d'amplification. Puis comment c'est réalisé ça? Ouais. Tu sais, là, tu me parles de processus de réfraction ou réflexion. C'est réflexion, je pense que tu as dit, hein? Oui, réverbération. Réverbération. Fait que comment ça fonctionne, ça? Mettons, là, tu sais, pour moi qui est enseignante, là, puis je veux... moi, je suis orthophoniste, mais tu sais, si je me mets dans la peau d'une enseignante, moi, je suis dans ma salle de classe, qu'est-ce qui fait... C'est quoi ça, une réverbération de mon son ou une réflexion de mon son? Oui. Sans vouloir rentrer trop dans les détails, mais une onde sonore, c'est très, très physique. Du moment qu'il y a un son qui est émis dans l'air, ben, il y a réellement quelque chose dans l'air qui se déplace. Puis pour ça, c'est la base. C'est pas superflu, c'est vraiment il y a quelque chose qui se déplace. Mais cette onde-là, elle peut... elle va réfléchir sur un matériau. Ça peut être un divan, ça peut être une planche de 2x4, ça peut être n'importe quoi. Mais chaque matériau a des propriétés différentes. Il y en a qui vont absorber, il y en a qui vont réfléchir. Un peu comme la lumière. OK. Il y a certains matériaux qui vont réfléchir à la lumière, il y a d'autres matériaux qui vont l'absorber. Mais chaque matériau en soi absorbe et réfléchit selon des propriétés différentes. Fait que de quelqu'un dans une salle de classe, ben, ça peut être drôle à dire, mais moi, j'aurais juste tendance à me promener puis de taper dans les mains. OK, OK. Juste voir, OK, là, ça réfléchit. Ici, on dirait que ça se porte mieux. Puis même, des fois, je fais des tests AB. Qu'est-ce qui va... est-ce que la personne a l'air à mieux me comprendre ou pas? Ou c'est quoi la réaction? OK, fait que, je trouve ça super intéressant. Ça, c'est super pratique, là. Tu sais, comme enseignant, on se promène, on tape des mains, puis on entend le son, puis où on l'entend le plus, c'est là où, si je me mets là pour enseigner, c'est là où les enfants vont le plus entendre la voix, c'est ça? Mais encore là, ce qui est à faire attention, c'est que même si ça réfléchit, peut-être que ça ne réfléchit pas les bonnes fréquences. D'où l'importance de l'essayer. Mais ça, c'est la base de l'essayer. Puis même, je prends un moment donné un musicien de rue qui me racontait que son mentor de musicien de rue, là, qui juste, il disait, va pas jouer à telle place, va jouer à telle place. Parce que tu as un mur de béton, puis ta voix puis ton instrument, elle se porte, puis au final, tu as plus de pourboire. OK. Parce qu'on t'entend plus. Bien, puis tu sais, puis au fond, c'est ça qu'on veut pour les enseignants, par exemple. Tu sais, on veut qu'ils se fassent plus entendre. Fait que ce qu'il faut dire, c'est qu'on veut que les gens découvrent comment faire réfléchir leur son dans leur environnement plutôt que de l'absorber pour pouvoir le projeter plus loin. C'est ça qu'on veut, dans le fond? Oui, bien, on veut le contrôler. C'est d'aller chercher le contrôle. C'est sûr que si je prends, disons, dans un gymnase, là, ça devient cacophonique. Fait que là, on est dans du bruit absolu. Mais si on prend une salle de spectacle ou un amphithéâtre à la préhistoire, il y a une certaine portion qui va absorber pour pas qu'on entende ou même une église. Mais encore là, il y a beaucoup de bruit. Mais reste qu'il y a une certaine portion qui n'est pas faite pour réfléchir ou diriger le son, mais il y a tout le temps une petite coquille où est-ce que le son, qu'on va se placer, puis là, on va parler, puis on dirait que mon son, il se porte loin. Fait que juste trouver cette petite coquille-là, par rapport au reste, c'est sûr que ça va aider. Mais c'est sûr que si la coquille, elle peut être la pièce au grand complet, puis en général, c'est souvent ça que le problème. On est souvent le premier bobo, c'est la réverbération. Ce qu'on va venir à absorber le son pour laisser au moins régler les bobos, régler les choses. Mais après ça, tu sais, si je prends une salle de classe, je ne veux pas rentrer comme... je veux pas les acoustiens vont me taper ses doigts, peut-être bien. Là. Mais ils m'appelleront avant de te taper ses doigts, c'est correct. mais tu sais, si les pupitres puis tout ça sont dans une place où qui est absorbée, disons, il y a un tapis, il y a un mur, il y a des divans, ou il y a des choses pour rendre autant pour que ça soit fun ou intéressant pour les élèves, mais qui ont cette propriété-là d'absorber. Mais au contraire, où est-ce que le tableau est, là,
si il n'y a pas d'absorption, pas de rideau, pas de tapis, bien là, il y a plus de chances que ça se porte loin. Mais en même temps, le fait que de l'autre bord, il y a un certain contrôle, mais quand quelqu'un gosse après son crayon ou ça son pupitre ou... n'aura pas tendance à, à, s- à se mettre dans l'eau puis ben, tu sais, puis à rouler. à créer la cacophonie que tu parlais tantôt. Ouais. Fait que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est créer comme, ce que j'entends vraiment beaucoup, c'est créer un endroit de réverbération pour la voix humaine, mais un endroit d'absorption pour tous les autres bruits. C'est un peu ça qu'on veut. Oui, c'est ça. OK. C'est sûr que ça peut aller loin, puis c'est une science en Ben soi oui, c'est infinie, clairement, là. Moi, comme je dis, ça se pourrait qu'un acousticien me tape sur les doigts et dise hey, tu dis pas la bonne chose, mais les concepts sont là, pareil. Puis versus, disons, une salle de spectacle ou un studio, une salle de spectacle en général, j'exclus le Palais Montcalm, là, ou je sais pas la place à Montréal, mais à Québec, c'est le Palais Montcalm, versus une autre salle que je vais plus normal, on va plus vouloir contrôler le son sur la scène puis pouvoir mettre dans les caisses de son que là, ça se projette ce qu'on veut, mais on veut quand même qu'il y ait quelque chose de vivant. Versus dans un studio, on veut tellement contrôler le son, pas perdre de vibration, de hertz, mais on va venir à l'absorber. Puis encore là, dans le studio, souvent, on va avoir plusieurs pièces. Une pièce très morte, très dead, tandis qu'une pièce plus vivante où que là, le son vit plus. Parce qu'on a quand même intérêt, justement, là, j'aime ça le mot vivre, parce qu'on a quand même intérêt à faire vivre le son. Fait qu'on a quand même intérêt à pas placarder nos salles de classe de rideaux puis de panneaux acoustiques, là, parce qu'on veut le faire vivre, ce son-là. Là. C'est ça, ça prend quand même une moyenne. Si on absorbe au grand complet, là, on n'entendra quasi plus rien. Puis même, on va entendre le sang dans nos veines, puis parce que il n'y a rien. Le son a besoin de vivre. Il a besoin d'un élément vivant pour être présent puis se porter. Encore, je vais le référer avec une caisse de son, mais pour moi, je vois la corde vocale un peu comme ça. Je peux me tromper, tu me diras. Mais disons, un haut-parleur qui n'a pas de caisse environnant, ou bien si je prends une corde vocale qui n'a pas son corps qui le suit, ben, il va peut-être pas bien sonner. Il va avoir une vibration, mais il va manquer quelque chose. Oui, ben, il va avoir la vibration fondamentale, là, mais il n'y aura pas toute l'amplification puis l'enveloppe. Là, tantôt, tu parlais de l'enveloppe. Il n'y aura pas cette enveloppe-là, c'est certain. Là. Fait que, c'est ce que moi, je trouve ça super intéressant, là, François, où tu m'amènes parce que moi, beaucoup en orthophonie, ce qu'on fait, c'est de beaucoup vouloir faire prendre conscience que, justement, leur salle de classe, de un, c'est pas une salle de spectacle. Là. C'est clair que ça n'a pas été construit puis élaboré pour ça, mais que c'est justement, mais c'est dans ça qu'ils vivent. Fait que c'est dans ces endroits-là où on doit projeter la voix. Puis j'aime beaucoup aussi quand tu apportes le fait de l'essayer. Puis de l'essayer, puis de créer, puis de ne pas avoir peur de modifier son environnement pour justement créer ces espèces de zones-là d'amplification puis d'absorption, je pourrais dire. Est-ce que c'est correct si je le dis comme ça? Oui, c'est parfait. OK. Puis je dirais que ça va m'amener un petit peu à te présenter le prochain extrait, OK? On va écouter Antoine Vallière. Antoine Vallière, c'est un coach de trampoline. Fait que lui, son environnement de travail, là, tu t'imagineras que c'est un gym avec des trampolines puis d'autres appareils de gymnastique. Là. Le Capharnaüm. Oui, c'est ça. Tantôt, tu parlais des gymnases, c'est un peu la cacophonie. Puis, j'ai aimé ça quand tu as parlé de, justement, l'essayer. Fait que je vais nous laisser écouter Antoine qui va nous parler un petit peu de, justement, comment il a fait pour surpasser un petit peu toutes ces limites acoustiques-là qui était quand même assez difficile là, pour lui, là, étant donné la nature de son environnement. Je pense que je suis plus conscient de l'environnement d'une part.
je suis plus confiant avec ma voix, j'utilise mieux ma voix est mieux placée. Fait que ça me donne une confiance puis une paix d'esprit au quotidien. Mais de surcroît, inc- vraiment pas au début, mais avec le temps, inconsciemment, je me suis mis dans des situations où j'allais moins me fatiguer par le fait, tu sais, de juste en le faisant autrement. Tu sais, je vais écrire beaucoup plus de choses. Je me suis acheté des tableaux blancs que j'ai collés sur les murs, tu sais, des pellicules plastiques, puis là, j'écris mes consignes plus. Je le faisais avant, mais je le faisais comme plus. Puis là, je suis revenu à ça, des consignes plus claires, mieux structurer les séances. Puis des fois, même, je vais donner une consigne au groupe, puis là, c'est ma voix. il s'approche, puis il en rit. Parce que la voix est correcte. Tu sais, c'est pas comme si j'étais déjà abîmé ou j'avais déjà une situation hyper problématique, mais ça m'a vraiment éveillé à cette situation-là. Puis des fois, même dans la conception du plan d'entraînement, je vais créer des rassemblements à des moments précis pour être sûr que là, les consignes vont se transmettre plus proches. On peut repartir avec ça, éclater en sous-groupe ou dans l'ensemble du gymnase. Je t'ai vu réagir quand il parlait qu'il avait développé le truc là, d'écrire au tableau blanc puis tout ça. Là. Fait que je pense que pour toi qui es technicien en son puis qui connais le son, tu te dis ouais, c'est comme la solution, je pense. Là. Ben oui, ben ça me fait rire ben, parce que, disons, taper dans les mains puis tout ça, ben moi, j'aime ça, je vais le faire. Puis, mais tu sais, me repense quand j'étais jeune, puis je voyais le père de mon ami qui aimait la sonorisation puis ces affaires-là. Il se promenait dans le cinéma, puis il tapait des mains. Pour savoir où s'asseoir. Ben, il écoutait, puis là, on était comme un peu tout seul, puis là, il tapait un peu, puis là, mais moi, dans ma tête de jeune, j'étais comme, il est fou, lui. Puis là, c'est rendu toi qui le fais, là. Ouais, ouais, en effet, c'est sûr que si c'est cacophonique, puis qu'on en rajoute, ben, à un moment donné, ça marche juste plus, là. Des fois, il y a une phrase que j'adore, c'est less is best. Fait que, tu sais, si. dont on sonorise une scène, si à un moment donné, il y en a un qui se met un guitariste qui commence à grimper le son, il y a le drummer qui commence à piocher, ben les cordes vocales, ça suit juste plus. Là, puis, Mais je pense que je vais l'adapter, cette phrase-là. Less is best, là. C'est vraiment, tu sais, c'est dans le cas aussi de l'utilisation vocale, mais je pense que, tu sais, c'est bon aussi pour le son, là. Tu sais, moins on a de son, le mieux c'est, là. Fait que, tu sais... ouais. Oui, je trouve. Les gens l'oublient, mais des fois, un silence, tellement important. Oui, c'est ça. Puis dans ce silence-là, il y a quand même un certain bruit, là, mais tu sais... Il y a toujours du bruit. Il y a toujours du bruit, là. Ouais. Fait que... mais tu sais, ce que ça me donne confiance aussi, le témoignage d'Antoine, c'est beaucoup aussi que, tu sais, malgré toutes les limites acoustiques, puis tu sais, la complexité, parce que ce que tu as témoigné aujourd'hui aussi, c'est beaucoup la complexité du son, puis la complexité de l'acoustique aussi. Puis ce que je trouve intéressant dans ta proposition d'essayer, puis de le faire, puis de le vivre, puis dans le témoignage d'Antoine, c'est beaucoup que, oui, on a toutes ces limites-là, mais il y a des solutions, tu sais. Il y a des solutions pour que notre voix/son soit plus amplifié. Est-ce que c'est le bon terme? Je ne le sais pas, mais tu sais, soit mieux porté, en tout cas. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant, là. C'est vrai. Autre que ma vieille solution, je vais aller te chercher un moniteur, tu vas t'entendre. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, là, si je t'amenais vers comme si on voulait regrouper nos idées, est-ce que là, on a cette complexité-là, on a que, tu sais, ton domaine a sa science, mon domaine a sa science, puis les gens avec qui moi je travaille vivent dans un environnement qui n'est pas conçu pour ça. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même espoir qu'un jour, tu sais, l'acoustique des bâtiments pour, par exemple, les enseignants ou, tu sais, je dirais même les salles de conférence, puissent bénéficier un peu plus de cette technologie-là, de cette compréhension-là, pas de technologie, mais cette compréhension-là du son pour que, justement, j'ai moins de job en orthophonie puis qu'il y ait moins de voix brisées, mettons. Je trouve que ça s'en vient. T'sais, autant que le son, ça n'a jamais été à la mode puis ça ne le sera jamais, je suis conscient de ça, mais qu'il n'y avait pas cette conscience-là autrefois. Qu'à cette heure, on voit beaucoup plus d'intérêt à l'acoustique. Je pense justement, dont à un moment donné, je faisais des vidéos grondant acoustique, mais eux autres, toutes les bâtisses neuves qu'ils font, ben, c'est leur expertise dans les écoles, dans les hôpitaux, de mettre de l'acoustique puis que ça soit agréable à vivre. Puis même,
un truc qui me surprend dans les dernières années. Moi, quand j'étais jeune, je tannais bien gros mes parents parce que il y avait une salle de spectacle qui fermait, puis j'allais chercher des panneaux acoustiques, puis là, je les installais dans le sous-sol. Mais à ce temps, je me promène chez Costco, puis il y a des panneaux acoustiques. C'est peut-être pas les mêmes propriétés, puis c'est peut-être pas la même chose, mais ça s'en vient de plus en plus que je pense que les gens deviennent de plus en plus conscients de tout ça, mais ça reste encore nébuleux. Puis même, j'entendais, je parlais un peu avec une designer intérieure, puis elle en parlait beaucoup, beaucoup d'acoustique, de la pièce. Elle, c'est comme le confort de vie, mais elle veut pas le confort de la voix si on a tout le temps l'impression de devoir crier, c'est pas confortable. Fait que l'acoustique, elle devient important. Puis en soi, je crois, du moment qu'on construit une bâtisse, c'est pas naturel. On s'entend, on n'est pas dans le bois, on n'est pas dehors, mais ça crée des problèmes. Puis acoustiquement, si on pense pas à intégrer un peu d'acoustique, des fois, c'est même pas un panneau, des fois, c'est juste de dire, ben, ma pièce est tellement cacophonique, ben, au lieu d'aller sur mon divan en cuir, je vais peut-être aller sur un divan plus en tissu. Ben, ça va peut-être plus absorber le son, puis je vais mieux vivre. C'est ça. Je pense que, oui. Mais c'est super intéressant de savoir qu'il y a des gens, que je ne suis pas la seule non plus à se questionner sur l'importance, puis que ça ait une importance aussi sur d'autres sphères que juste la santé vocale, que ça ait une importance pour notre bien-être. Puis on est beaucoup dans une société aussi qui veut prendre soin de soi, qui met en valeur justement des façons de prendre soin de soi. Fait que je trouve ça le fun que si la diminution du bruit ou le meilleur équilibre entre l'amplification puis l'absorption, on puisse la vivre, là, je trouve ça vraiment super encourageant puis super. Puis même, c'est pas juste c'est pas une obligation, c'est pas des problèmes, ça peut être le fun. Ben oui. Ça nous est tous arrivé à un moment donné d'arriver, disons, sur une montagne ou sur une place qu'on parle, puis « Hey, c'est donc ben le fun! » Ou souvent, ben disons, des chanteurs qui voyagent, puis là, ils arrivent dans une cathédrale ou dans un temple, puis ils font juste « J'ai juste envie de chanter. » Ici. C'est ça, mais c'est partout. Imagine qu'on a envie de parler après ça. Ben oui, puis tu sais, le fait d'avoir le goût de parler aussi, tu sais, ça a son impact sur la santé vocale, tu sais. Il y a la façon dont on le fait, mais il y a aussi comme, tu sais, le bonheur qu'on va y chercher là, face à cette voix-là. Donc, écoute, je pense que je vais nous arrêter là sur cette note d'espoir-là parce que je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est comme porteur d'espoir quand même de se dire que il n'y a pas juste toi et moi assis à cette table-là qui considèrent que c'est important. Toi, dans une mesure où ça fait de toi, ça fait un de tes atouts en tant que vidéaste parce que tu considères vraiment que la source du son, puis de le mettre dans un bien-être, de mettre cette source-là en confiance, ça te permet d'obtenir un meilleur son. Totalement. Mais moi, honnêtement, je pense que ça s'applique aussi à ma pratique orthophonique de créer cette confiance-là face à la voix, puis d'avoir donné toutes ces compréhensions-là des phénomènes-là aux gens. Ben écoute, je te suis hyper reconnaissante d'être venue t'installer ici, face à moi, pour mon balado. Ben, merci à toi. Merci beaucoup.